L'impartialité des membres des formations de délibéré suppose que leur opinion a été formée sans préjugés ni parti pris. Je cite ici la charte de déontologie des juridictions financières. Du siège parisien de la Cour des comptes, rue Cambon, à la rue de Pomègue, plus près de nous, où est installée la Chambre régionale, les magistrats ont prêté serment d'accomplir leur travail en toute indépendance et en toute impartialité. J'aurais pu citer bien d'autres passages éclairants sur les valeurs qui doivent guider les magistrats instructeurs, et notamment celui qui traite du respect des principes déontologiques. Il constitue, selon la Charte, une condition de la crédibilité des juridictions financières et de la confiance qui leur est accordée. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, quelle crédibilité accorder à ce rapport à charge contre la ville de Marseille? Un rapport émaillé d'inexactitudes, d'erreurs d'analyse grossières, de contradictions pour le moins curieuses, d'oublis majeurs, d'appréciations excessives, des jugements d'opportunité très souvent. Vous avouerez qu'il est pour le moins surprenant, lorsque l'on traite de finances, de voir que des présupposés hâtifs ont été privilégiés, de préférence à un travail méthodique, rationnel et constructif. Vous avouerez que ça prête pour le moins interrogation de lire, sous la plume de personnalités dont la mission exige rigueur et objectivité, certains écrits empruntés à la presse dite d'investigation, plus encline à la quête continue du sensationnel qu'au reportage de fond. Il est malheureusement permis de douter que cette haute exigence déontologique ait inspiré le travail des magistrats. Nous n'avons d'ailleurs pas manqué de noter que le ton de ce rapport diffère de celui des précédents contrôles. Il est vrai que cette liberté était facilitée, sinon encouragée, par un contexte de judiciarisation de l'action publique, à quelques mois qui plus est d'une élection à enjeu national. Au sein de cette Assemblée, j'ai toujours eu à cœur de privilégier la transparence, l'équilibre et, plus que tout, le souci de l'intérêt général et du bon emploi du denier public. Je m'y suis constamment employé, que ce soit aux affaires sociales ou en qualité de maire du 6e secteur, de premier adjoint et comme adjoint aux finances sur ce mandat. En conscience, je ne peux accepter aujourd'hui que l'on assène de telles contre-vérités sur la situation financière de la ville, sur sa prétendue absence d'objectifs et de stratégie, sur la fiabilité même de ses comptes. Je ne peux croire que des magistrats de ce niveau aient pu obstinément passer sous silence l'amélioration tangible, reconnue, des fondamentaux de gestion de notre collectivité. Monsieur le maire, ce n'est pas sérieux. Au-delà de nous, au-delà de la blessure d'ego qui pourrait être la mienne dans l'exercice de la délégation que vous m'aviez confiée, ce rapport, je devrais dire ce réquisitoire, dénigre le professionnalisme de fonctionnaires municipaux dévoués, méritants, experts dans leur domaine, qui ont soutenu par leur travail le cap stratégique que vous nous avez fixé au cours de ces années. C'est dénigrer de la même façon le travail des services de l'État lorsqu'il s'est agi pour eux de vérifier et d'évaluer en juillet dernier les résultats de la ville au regard des objectifs recensés dans le contrat financier qui la lie à l'État. Monsieur le maire, alors que la Chambre s'autorise à affirmer qu'elle ne dispose pas de l'assurance raisonnable que la ville serait en mesure de respecter ses engagements, le préfet vous a félicité. Non seulement la ville a respecté en 2018 l'objectif contractualisé, mais mieux encore, le volume de ses dépenses réelles de fonctionnement s'est situé bien en deçà du plafond autorisé, près de 37 millions d'euros en moins. Les faits sont là et les faits sont têtus, même les journalistes le savent. Ils viennent heureusement contredire les assertions de la Chambre sur des présupposées faiblesses qui contribueraient à aggraver les problèmes financiers de la ville. Quelles sont donc ces supposées faiblesses en termes d'indicateurs
et de ratios financiers. Après une nette amélioration sur la période de contrôle, plus 25%, la ville a affiché en 2018 l'un des taux d'épargne brut, 16%, les plus performants des grandes villes de France, ce qui la place au 3e rang, après Bordeaux et Lyon en ce domaine. Permettez-moi de m'étonner que la Chambre n'ait pas relevé cette performance que nous avons réalisée grâce à une maîtrise continue de nos dépenses de fonctionnement et la dynamisation de nos recettes. Sans être amnésique, chacun se souvient qu'il nous a fallu, dans le même temps, absorber une perte cumulée de dotation globale de fonctionnement de 145 millions d'euros sur 4 ans, c'est-à-dire un manque à gagner pour le moins substantiel pour la collectivité. La Chambre semble pourtant l'avoir oublié. Et pour cause, cela ne servait pas son analyse sur l'augmentation du produit fiscal qui a permis, comme la ville l'a amplement démontré dans sa réponse, de combler la perte subie à travers la dotation globale de fonctionnement et de financer, en partie, la réforme des rythmes scolaires. En euros par habitant, nos dépenses de fonctionnement sont au 4e rang des plus faibles parmi les grandes villes de France, bien que nous ayons dû supporter le coût des réformes des rythmes scolaires et des carrières. Ces dépenses, vous le savez, intègrent la masse salariale de nos agents. Là encore, je ne vous surprendrai pas en remarquant que la Chambre a choisi la période la moins favorable à la ville pour comparer l'évolution de cette masse salariale avec celle des autres grandes villes. Elle dénonce ainsi une progression annuelle moyenne des charges de personnel de 2,1% par an sur la période 2012-2017 contre 1,5% pour les villes comparables. Oui, mais cette variation aurait été de 1,8% pour Marseille entre 2012 et 2016 et même de 1,7% si la Chambre avait pris en compte la période 2012-2018, c'est-à-dire une évolution très proche de celle des villes comparables. Nous lui avons pourtant bien indiqué que l'exercice 2017 était atypique du fait de contraintes exogènes, ce qui tronquait toute analyse objective sur la période retenue. La seule prise en compte du ratio de dépenses de personnel par habitant aurait en revanche été bien plus objective de sa part et bien plus significative en termes de performance dans la gestion du personnel parce que neutre. Tel n'a évidemment pas été le parti pris d'affichage de la Chambre qui aurait été alors favorable à la ville. Je le rappelle ici, pour mémoire, et pour que chacun comprenne bien les raisons de la Chambre de ne pas l'évoquer. Nos charges de personnel par habitant sont inférieures de près de 15% à la moyenne des autres grandes villes. En 2017, ces charges représentaient 590 € par habitant à Marseille, quand elles atteignaient 646 € par habitant à Lyon, 671 à Toulouse ou 828 à Lille. De même, on compte à Marseille un ratio de 14,8 agents pour 1000 habitants contre 18,3 dans les autres grandes villes, soit 20% en plus. Toujours sur la période de contrôle, et contrairement à ce qu'écrit la Chambre, la ville a développé une stratégie offensive de désendettement. Une stratégie d'ailleurs particulièrement efficace, puisque nous avons réduit l'encours de la dette de 10%, c'est-à-dire de 191 millions d'euros. Vous m'avez bien entendu, 191 millions d'euros, alors que l'encours de dette des autres grandes villes progressait dans le même temps. Et ce n'est pas fini. La baisse de la dette devrait atteindre 270 millions d'euros à la fin de la présente année 2019. Les faits sont là. Notre capacité de désendettement est passée de 11,8 ans à 8,7 ans. Et puisque nous en sommes aux comparaisons, permettez-moi de rappeler que la Chambre omet malheureusement de le signaler. C'est-à-dire que notre capacité de désendettement est inférieure à la moyenne des autres grandes villes ainsi qu'au plafond de 12 ans recommandé par la loi de programmation des finances publiques. Autant donc le dire nous-mêmes. Mais que dire encore de la présentation de la Chambre lorsqu'elle remet en cause la légitimité même de la notation financière de la ville par l'agence Standard & Poor's
et qu'elle élude carrément celle de Fitch Ratings, plus favorable, bien sûr, encore pour la collectivité au moment où se déroulait son contrôle, au motif, pour le moins fallacieux et curieux, que leur donateur ne lui aurait pas communiqué. Comment peut-on décemment écrire cela alors que les revues de notation sont publiques et donc accessibles par des magistrats qui ont démontré par ailleurs leur talent pour lire la presse, fût-ce sélectivement? Il n'est d'ailleurs pas inutile de préciser qu'aucune demande dans ce sens n'a été adressée à la ville par la Chambre, de ce pourtant qu'elle les a multipliées sur tous les sujets tout au long de l'instruction, en témoignent les multiples navettes et échanges d'informations intervenus au cours de cette période. On peut comprendre l'embarras de la Chambre. Les appréciations étayées des notateurs contrariaient son raisonnement global et contredisait ses présupposés quant à une prétendue absence de stratégie financière et partant d'une situation financière qu'elle tenait à juger préoccupante. Fort des principes déontologiques que j'évoquais et de son obligation d'impartialité en particulier, la Chambre aurait pourtant dû prêter attention à ces revues de notation dont je vous livre ici quelques extraits concernant la ville. Je vous rappelle d'ailleurs que ces agences sont totalement indépendantes. Je cite « Des performances budgétaires solides qui ont permis une amélioration de la liquidité et un désendettement significative. » Je cite encore « Un contrôle étroit des dépenses de gestion. » Et encore « Une bonne adéquation des recettes aux dépenses. » Et encore « Un faible risque de la structure de la dette qui a diminué depuis plusieurs années. » Je peux encore citer d'autres extraits. Celui-ci, une baisse de l'encours reflétant l'amélioration de la gestion de la ville. Un autre, une programmation budgétaire et pluriannuelle de qualité. Enfin, une gouvernance forte qui a permis de faire face aux pressions financières exogènes ces dernières années. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des analystes indépendants, eux. Visiblement gênés par ces analyses favorables, qui atteste de notre rigueur gestionnaire et de l'amélioration de la situation financière de la ville, la Chambre les a purement et simplement occultés pour servir son raisonnement couperet, je devrais dire son jugement de principe quant à la fiabilité et à la sincérité de nos comptes. Mais quel est donc, monsieur le maire, le raisonnement qui soutient en filigrane ce rapport, construit ingénieusement à coups d'argussie et de raccourcis pour le moins douteux? Nos comptes sont jugés, je cite, partiellement insincères. Notre situation financière ne se serait donc pas réellement améliorée. Comment donc peut-on écrire pareille contre-vérité? La ville avait pourtant répondu point par point au rapport d'observation provisoire de la Chambre. Elle avait affirmé sa volonté d'un dialogue constructif et pris acte de plusieurs remarques justifiées permettant d'améliorer la gestion technique de certains domaines. Cela pouvait concerner le niveau de régularisation des immobilisations ou les opérations d'investissement en programmation annuelle qui seront gérées sous peu, hors autorisation de programme et crédit de paiement. Pour le reste, et malgré les éléments incontournables apportés par la ville, la Chambre a persisté dans son raisonnement de principe global, dans ses travers méthodologiques consistant à retraiter certaines données ou en éluder d'autres, essentielles pourtant, de façon totalement incohérente. On a bien compris qu'il lui fallait parvenir coûte que coûte à une conclusion dont elle ne pouvait se défaire puisqu'il lui importait au premier chef de remettre en cause par tous les moyens l'amélioration de la situation financière de la ville au cours de ces dernières années. Je ne vais pas vous abreuver ici de ces arguties sur les provisions, de ces contorsions sur les rattachements de charges ou les restes à réaliser. J'y répondrai bien sûr tout à l'heure si ces sujets ou d'autres sont abordés. J'ajouterai simplement que le point d'orgue de sa démonstration concernant le rattachement des charges, que je m'abstiendrai de qualifier par simple compassion, tombe de fait, puisque, je cite, « la prise en compte de ces rattachements se compense en partie d'un exercice sur l'autre ». La Chambre a repris textuellement cet argumentaire de la ville sans en tirer, bien sûr, les conclusions qui s'imposaient. Rendez-vous compte, il aurait fallu remettre en question la construction même de ce rapport, à charge, et je le redis, seulement à charge, contre la ville de Marseille.
Les fiches techniques qui seront diffusées tout à l'heure dans le dossier de presse relatif à ce débat permettront de compléter mon propos en confrontant notamment les affirmations de la Chambre à des chiffres clés incontournables. Vous l'avez dit, monsieur le maire, vous n'avez jamais été confronté à de tels manquements de déontologie, d'exactitude et d'équité dans un contrôle de la Chambre régionale. Je le déplore bien entendu parce que c'est une atteinte à l'image de la gestion municipale, mais une atteinte aussi à l'autorité de la juridiction financière. Et je m'associerai à vos efforts, monsieur le maire, pour établir la vérité des faits et des chiffres dans l'intérêt de la ville, mais aussi de la Chambre régionale des comptes elle-même. Allez, on alterne un peu. Monsieur Ravier a demandé la parole.